Chers amis auditeurs, auditrices, bonjour. Bonjour Bruno. Tout va bien? Tout va bien, buongiorno a tutti. De nombreux invités aujourd'hui. Benvenuti a Cronica, on va saluer nos invités qui sont autour de la table. Alors on va saluer, bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice Rizzoli et Carole Rouault. Bonjour. Et puis on a également Frédéric Ardrier. Bonjour, Frédéric Ardrier, oui. Et François Madre. Bonjour, enchanté. Alors François, moi j'ai cru que c'était Madre et tu nous as corrigé en disant non, c'est Madre et je viens du Loiret. Voilà. Alors, aujourd'hui c'est une émission un petit peu diversifiée qu'on va commencer par un sujet de société. C'est pas souvent qu'on fait des sujets de société à Cronica, qui est plutôt une émission culturelle. Mais il se trouve que en ce moment, la culture italienne rejoint un peu des phénomènes de société, puisqu'on a 2 films à l'affiche qui parlent de la mafia, Le Traître de Bellocchio, et également 5 est le numéro parfait. Alors 5 est le numéro parfait, comme j'avais déjà annoncé, j'avais déjà présenté le film, c'est un peu un polar spaghetti avec beaucoup de sang, et c'est une vision un peu caricaturale de la mafia, mais qui est extrêmement esthétique, et c'est un très beau film. Mais on reste un peu dans le cliché français sur la mafia. Quand on va voir Le Traître de Bellocchio, là par contre on est plongé un petit peu plus dans la réalité de la mafia italienne, et surtout pour les auditeurs qui sont d'origine italienne et qui ont connu les années 80 en Italie, on est plongé dans une actualité, puisqu'on a connu, nous, ces grands procès à la télé. Donc c'est une actualité douloureuse, je précise quand même, parce que en Italie, pour les Italiens, le mot mafia, ça veut dire mort. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de crimes et beaucoup de gens qui meurent. Et c'est pas du tout cette vision un petit peu esthétique, gentillette qu'on présente en France. Alors vous êtes d'une association qui s'appelle Crime Halt et qui apparemment a l'air de dire que la mafia n'est pas un phénomène qu'italien. Alors moi, avant que de vous interroger sur cette association et sur vos idées, j'aimerais savoir d'abord un petit peu qui vous êtes, Fabrice, parce que j'ai vu que vous êtes enseignant à la Sorbonne. Alors, précisément, je suis docteur en sciences politiques à la Sorbonne, sur les mafias italiennes, et j'enseigne à Sciences Po Paris, à l'IRIS, dans des écoles de relations internationales ou des écoles de commerce. J'enseigne la géopolitique des criminalités avec un regard très critique. Alors, comment vous vous êtes intéressé à ce sujet? Quel est votre parcours? Mon parcours, c'est que j'ai grandi dans les cafés de la Côte d'Azur, et que, disons que proxénète interdit de séjour, machine à sous clandestine... Italien qui joue aux cartes pendant 2 semaines, puis qu'on voit plus pendant 4 mois, ça a été ma jeunesse, mon quotidien. Alors j'ai décidé d'en faire un sujet d'étude. Et donc vous êtes passé par des études de droit, J'ai fait droit-histoire et en fait j'ai une thèse de sciences politiques. D'accord. Et donc après vous avez écrit un livre sur la mafia. J'ai écrit un livre qui a été décliné en 2 versions. D'abord le petit dictionnaire énervé de la mafia, qui était une collection, puis que j'ai voulu rééditer plus tard, La mafia de A à Z. Comme ça, j'ai retiré la chaussure du mafieux italo-américain de la couverture qui m'avait fortement déplu la première fois. Alors, je pense qu'il faut qu'on donne une définition du mot mafia parce que on met tout et rien dedans. C'est-à-dire que, je vais préciser ma question. La mafia en Italie, c'est une société criminelle organisée ou des sociétés criminelles organisées. Qu'est-ce que vous entendez par le mot mafia ? Bon, je dirais deux définitions. Soit on accepte les définitions universitaires un peu diversifiées, mais en gros, ce sont des personnes qui utilisent la violence comme une ressource de manière rationnelle. Il ne s'agit pas seulement de punir la personne qui a fauté, il s'agit aussi d'envoyer un message à tout le monde. Ces gens-là font aussi du consensus social, c'est-à-dire qu'ils rendent des services, des faveurs. Alors, quand on a un regard critique, on explique que c'est souvent l'État qui permet ce type de situation où le mafieux va accélérer votre permis de construire, par exemple. Ils ont des complicités politiques. Donc là, c'est encore plus grave. Ça veut dire que le politicien permet des marchés publics qui vont à la mafia. On comprend donc que, bon, on le sait, ils sont tous dans les activités illégales, le trafic de drogue et tout. Mais la définition de la mafia, c'est la présence dans l'économie légale. Les fameux marchés publics dont j'ai déjà parlé. Bon, après, il y a des définitions un peu plus géographiques, du contrôle du territoire, etc. Mais ça, c'est les définitions universitaires. Sinon, presque plus simple, la définition juridique de l'association mafieuse en Italie. Plusieurs personnes, car à plusieurs on est plus fort, qui utilisent la violence pour assujettir les personnes, par exemple imposer la loi du silence, pour faire des activités légales. J'insiste sur légal, puisque illégal, c'est déjà poursuivi par la loi. Donc l'association mafieuse est venue sanctionner le fait de faire de la violence pour faire des activités légales. Alors, quand vous dites « elle existe en France », à qui vous vous référez ?
Alors je dis non, je dis qu'elle n'existe pas, moi. Mais c'est de l'humour, d'accord. Le problème, c'est qu'on n'a ni recherche universitaire en France, ni délit d'association mafieuse. D'accord. Donc on est un petit peu embêté quand même. Maintenant, on n'est pas obligé de rester dans l'ignorance. Si on lit toutes les sources qui existent, journalistiques, si on arrive avec beaucoup de difficultés à se procurer des décisions de justice, par exemple, en France, contrairement à l'Italie, où elles sont parfois sur Internet, vous voyez, enfin, un exemple, hein, eh bien, on découvre que, franchement, si on appliquait le délit d'association mafieuse en France, en Corse, à Marseille et peut-être même ailleurs, il serait possible, franchement, qu'on condamne des gens pour association mafieuse en France. Oui, donc on n'est pas en train de parler de délinquance, là, vous êtes en train de parler de politique. Non. Concrètement. Si on prend l'exemple de la Corse, puisque c'est un petit peu à l'ordre du jour, quand on voit que l'ancien président du département de Corse, Giacobbi, a été condamné pour corruption, pour avoir détourné des subventions, etc., et que 2 de ses collaborateurs ont été assassinés, si on creuse au-delà du droit, on découvre que celui-ci nageait dans un milieu où les gangsters n'étaient pas loin. Gangsters plus hommes politiques égale mafia. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est Crime Halt ? Alors, Crimal, c'est une association qui existe depuis 5 ans. J'aime bien préciser qu'elle est issue d'un projet européen qui s'appelait FLAIR, qu'avait soutenu Libera, la grande association antimafia italienne. Pendant 5 ans, il y a eu des projets. J'étais chargé en France de faire un peu d'émulation, de stimulation autour de la lutte contre le crime organisé. Il y avait d'autres entités en Europe. Ce projet européen est terminé et ma satisfaction, c'est que les gens que j'ai sensibilisés pendant 5 ans, y compris des étudiants, sont venus me voir et m'ont dit « Maintenant, il faut faire l'association de droit français ». Et donc, Crimal, depuis 5 ans, informe, pour qu'on ait un peu une culture commune de ce que c'est que le crime organisé en France. On milite pour que les citoyens soient impliqués. Et là, à part l'usage social des biens confisqués, mais ça sera l'objet d'une autre chronique, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et enfin, en 3e point, il s'agit de proposer aux institutions des solutions pour améliorer la situation, faire du plaidoyer. Comme par exemple, il serait temps de moderniser le statut de coopérateur de justice, mais on y reviendra aujourd'hui. Oui, on y reviendra parce que là, ça peut être un débat extrêmement particulier quand on a vu justement le film sur Buscetta et qu'est-ce que ça implique en Italie. Absolument. Puisque ce qui est intéressant dans ce film, c'est que comme il a beaucoup de recul maintenant par rapport aux événements, on ne voit pas que la partie collaborateur de justice, c'est-à-dire le moment où il va aider le juge Falcone à effectivement faire tomber les grands chefs mafieux, mais on voit aussi comment il a eu l'impunité, qu'est-ce que ça lui a permis de vivre après et combien d'argent il a touché. Et ça, on l'entend à la fin du film. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le collaborateur de justice dans le statut italien n'est pas seulement un bon repenti qui a bonne conscience et qui tout d'un coup voudrait se laver de ses péchés, entre guillemets, hein, je plaisante, mais il est quand même une personne extrêmement intéressée à la fois par la sauvegarde de sa vie et un intérêt financier. Oui, mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi vous êtes parti du concept religieux ou du repenti qui serait gentil. C'est une représentation fausse depuis le début. Voilà, c'est pour ça que je dis quand on voit dans ce film, on voit bien que c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça. Je veux dire, je ne vois pas comment il en serait autrement dans un système criminel où on s'entretue que la personne qui veut en sortir, c'est pour sauver sa peau. C'est-à-dire que moi, je ne perçois même pas qu'on ait fait le chemin inverse. C'est-à-dire que il allait se faire assassiner, il était même au Brésil en prison et torturé par la police brésilienne. Ça a peut-être même aidé à ce qu'il parle. Vous savez, quand la scène où on tire sa femme par les cheveux de l'hélicoptère et qui va tomber. Voilà. Bon, en Italie, en tout cas, on a pris des mesures pour inciter les mafieux à parler, comme l'isolement strict. Voilà. Donc, c'est bien que ça soit comme ça. C'est bien de vouloir sauver sa peau. C'est bien de vouloir sauver sa peau. Est-ce que c'est bien de donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui veut sauver sa peau ? En fait, c'est une légende. C'est une légende. On donne pas beaucoup d'argent aux repentis. Si on leur donne 1 200 € par mois, c'est beaucoup. La plupart du temps, ils n'arrivent pas à retrouver du travail. C'est des situations extrêmement compliquées en réalité. En fait, c'est une légende. Par exemple, il faudrait expliquer que Tommaso Buscetta n'a jamais été protégé par l'État italien. Jamais. Il a été protégé par les marshals américains. Car au moment où il parle, il n'y a pas de statut de collaborateur de justice en Italie, en 84. Il faudra attendre 1991 pour avoir un statut. Donc il faut démonter les représentations, même sur Buscetta, parce que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, en fait. Et donc, qu'est-ce que vous entendez par le statut de collaborateur de justice ? En Italie ? Non, que vous souhaiteriez venir voir en France. Alors, ce statut existe depuis 2004 dans la loi.
Il a eu un décret d'application très tardif en 2014. Et on va apprendre, parce que l'État français communique pas beaucoup sur ces mesures de ce type, on va apprendre qu'en fait, il ne concerne que les personnes déjà qui ne sont pas impliquées dans un acte criminel type assassinat. Donc vous voyez, c'est fait pour résoudre les règlements de compte, et on ne peut pas protéger les personnes qui ont participé à des règlements de compte. Déjà, il y a un premier verre dans le fruit qui est très important. Voire même, on va leur dire « Ah si, pour l'assassinat ça marche, mais il faut prévenir avant ». Encore une fois, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est dans la mafia qui prévient avant, c'est uniquement s'il est arrêté, s'il va se faire tuer, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Donc déjà, on a un énorme problème. Et puis, on a un problème d'application récent avec Monsieur Chaussat, mais là, c'est l'objet de notre chronique. Alors, expliquez-nous qui est Monsieur Chaussat. Je peux donc dérouler ma chronique ? Oui. Alors, je vais donner la parole à Carole. Oui, merci. Oui, effectivement, on parle du cas des repentis en Italie. Et justement, pour ceux qui ont suivi les médias cette semaine, et notamment les chroniques judiciaires, on a beaucoup entendu parler depuis 2 semaines du procès Chaussat, qui a débuté, pour être exact, le 28 octobre aux Assises d'Aix-en-Provence. Et justement, Fabrice, en tant que président de Crimalt, tu as suivi de très près le déroulement du procès. Et justement, je voulais te demander, le procès Chaussat, c'est quoi? Parce qu'on voit le hashtag Chaussat sur Twitter, ça a beaucoup bougé, des journalistes ont suivi, mais finalement, on a parfois du mal à reconstituer un peu l'histoire et savoir exactement ce qu'il y a derrière cette affaire Chaussat. Le procès Chaussat, c'est tout d'abord le meurtre de Richard Casanova. Et Richard Casanova, c'est quoi? C'est le chef de la Brise de Mer. Donc, la plus importante organisation criminelle en France, une organisation corse, depuis ces 40 dernières années. Donc, c'est quand même important. Alors, attention, on ne parle pas de mafia, ici. On parle d'une organisation criminelle, car, comme je vous l'ai dit, la mafia n'existe pas en France. Ce n'est que pour les Italiens. On est d'accord. Claude Chaussat, c'est l'homme à tout faire de Francis Mariani, un autre grand chef de la Brise de Mer. Un style un peu différent. Francis Mariani, c'est pas l'homme des services comme Richard Casanova, c'est le mec très violent. 50 assassinats à son compteur. C'est un peu le Totorina corse, pour comprendre. Alors, on avait quand même entendu parler de Francis Mariani en 2001, quand il avait réussi à s'échapper de la prison de Borgo à Bastia, grâce à un faux fax, soi-disant envoyé par la justice. Ça vous montre quand même un petit peu le degré de complicité. Quand Mariani, le chef de la Brise de Mer, le violent, est à nouveau incarcéré, il entre rapidement en contact avec un homme, Claude Chaussat, qui lui est toujours en cellule. Claude Chaussat, c'est plutôt un cambrioleur, quand même un cambrioleur en bande organisée avec un zeste de violence. Mais ce n'est pas un grand gangster. Oui, et justement, Claude Chaussat qui a sorti un livre en 2017 qui s'appelle Repenti chez Fayard, que je vous conseille de lire, très intéressant. Claude Chaussat dit dans son bouquin, donc je le cite, donc il parle de Mariani, il vient me solliciter car il a besoin immédiatement d'un téléphone. On est donc en prison. Il avait beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme au sein de l'établissement et j'avais des liens affectifs envers lui. Je ne peux pas l'expliquer, mais il me fascinait. En effet, quand Claude Chaussat sort de prison, alors qu'il aurait peut-être pu couper avec Mariani, bon, c'est facile à dire, il ouvre une boîte de BTP et il se fait escroquer par deux associés. Donc, quand il commence à avoir des problèmes d'argent, Claude Chaussat, il va voir qui? Francis Mariani, qui lui prête 50 000 €. C'est le début de l'inféodation. Pour le dire simplement, Francis Mariani tient Claude Chaussat par la peau des couilles. Juste une question avant que vous continuiez. En Italie, pour entrer dans les sociétés criminelles, on demande une initiation. Et en général, pour la mafia, ça passe par un crime. Qu'est-ce qui se passe en Corse? En réalité, pas du tout. L'initiation en Italie, c'est une cooptation de la rue par réseau. Et donc, on teste les gens, effectivement. Aujourd'hui, vous savez, on fait vendre de la drogue à des gamins de 12 ans. Et la manière dont ils vont se comporter, même après une espèce d'arrestation, parce qu'on n'arrête pas des gamins pour 12 ans, mais enfin, vous m'avez compris, la manière dont ils réagissent aux premiers délits, aux premières contraintes, montre de quel bois ils sont faits. Et puis, on monte petit à petit, on leur demande des services. Mais vous savez, à partir du moment où il n'y a que 5 homicides mafieux en Sicile pour 5 millions d'habitants, et ce, depuis 20 ans,
On ne recrute pas les mafieux sur Par le l'homicide. crime. Alors qu'est-ce qu'on fait encore? Mais là, pour Chaussat, c'est pareil. Hein. Ça a Quelle est commencé par l'initiation une demande de service. Bah alors précisément, 2007-2008, en fait, Chaussat va servir à Mariani, qui est en cavale et qui a subi une tentative d'assassinat. Ça, c'est très important. Donc, il est affaibli. Donc, Chaussat va servir de chauffeur, pourvoyeur d'armes, parce qu'il a du réseau, il sait où trouver des armes, logisticien, c'est-à-dire assurer la sécurité de la cavale de son chef, et garde du corps. Voilà comment on rentre dans la mafia corse qui n'existe pas. Avril 2008, assassinat de Richard Casanova par Francis Mariani avec le concours involontaire ou volontaire de Claude Chaussat. En tout cas, je reviendrai sur le verdict. Assassinat de Mariani à son tour 2009, car on tue beaucoup plus en Corse qu'en Sicile. Chaussat subit aussi une tentative d'assassinat et décide de se mettre à l'abri en Suisse et il sera arrêté par la police française. Bref, lui, en tout cas en 2019, il décide de coopérer avec la police française et la justice. 11 milliards d'avoirs saisis, la fin du cercle Wagram. Alors le cercle Wagram, c'est un cercle de jeu à Paris, tenu par des Corses qui alimentaient en cash la brise de mer. Ça a été démontré, décision définitive de la justice. Tout ça, c'est ce qu'a permis Claude Chaussat, et en 2016, la France lui refuse le statut de coopérateur de justice. Donc il opte dans une stratégie de médiatisation, le livre. On est dans une émission culturelle, c'est important, le livre. Son domicile est surveillé et il finit quand même au procès, aux assises, à Aix-en-Provence, donc en 2019, pour tentative d'assassinat. Enfin, pour assassinat. Et est-ce qu'on sait pourquoi le statut de coopérateur de justice lui a été refusé? Absolument, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. D'ailleurs, je suis cité par la défense de Claude Chaussat, qui me demande en gros d'expliquer comment fonctionne le système italien et montrer que c'est utile, les coopérateurs de justice. Alors je viens expliquer qu'en Italie, on a les meilleurs outils juridiques au monde pour ce type d'affaires et que, par exemple, le système de coopérateurs de justice est extrêmement efficace en Italie. Comment? D'abord parce que ça permet de connaître un phénomène clandestin que sinon on ne connaît pas. D'accord? On ne peut pas lutter efficacement contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il faut entendre un mafieux dire devant une cour « J'ai tué mon beau-frère, je l'ai étranglé de mes propres mains, et j'ai dit à ma femme, c'était son frère que je viens d'assassiner, et j'ai dit à ma femme, tu sais, ton frère, il est parti à Turin jouer au casino avec sa maîtresse. » Qu'est-ce qu'on comprend? Que le clan est plus important que la famille biologique. Ça permet aussi de faire reculer l'impunité de ceux qui ont donné l'ordre d'assassiner. Parce qu'en France, on ne résout pas les règlements de compte de ce type. Donc, Salvatore Grigoli a tué 41 personnes, jamais sans l'ordre des frères Graviano du Brancaccio de Palerme. Jamais. Donc, il a fait condamner aussi, grâce à lui, les frères Graviano qui pourrissent en prison depuis plus de 20 ans. Ça fait reculer la corruption des élus, puisque même Gaspare Spatuzza, qui est un simple soldat, mais qui a participé aux attentats italiens de 92-93, nous explique que pendant ces attentats, les chefs mafieux discutaient avec Marcello Dell'Utri, le bras droit de Silvio Berlusconi. Comprennent qui pourra. Enfin, ça fait reculer la violence, mais ça, je l'ai déjà dit, parce que du coup, tous ces instruments anti-mafia, et dont celui-ci, c'est 5 homicides mafieux en Sicile pour 5 millions d'habitants. Dans la province de Palerme en 2016, qui compte la moitié des mafieux de Sicile, 0 assassinat. La province de Palerme, c'est beaucoup plus peuplé que la Corse. Alors, justement, Fabrice, tu as été cité au procès. Donc, à quel titre et finalement pour dire quoi? Pour dire qu'en Italie, on protège, par exemple, aujourd'hui 1200 mafieux, que la famille, c'est 5000 personnes protégées, dont 1200 mineurs. Donc, si vous voulez, quand on a dit à Claude Chaussat, par exemple, que ses enfants ne seraient pas scolarisés, je comprends pas bien. Parce qu'il l'a mal pris, Claude Chaussat. Qu'est-ce qu'on attendait de lui? Vous avez la décision administrative qui a refusé le statut de coopérateur de justice à Claude Chaussat dans les mains. Moi, je ne l'ai pas. On est typiquement dans une relation française. On ne comprend pas. Après, on nous dit les repentis coûtent cher. 90 millions d'euros en Italie. Vous trouvez que c'est cher? On confisque 6 milliards d'avoirs aux mafias tous les ans. C'est cher? 23 millions pour le logement. Donc, en fait, ça coûte pas cher du tout, les collaborateurs de justice. Mais bon, c'est vrai qu'il faut voir le film Le Traître pour au moins comprendre comment ça fonctionne. Mais justement, lors du procès, il y a la journaliste de France 3, Anne-Marie Leccia, que je vais citer parce qu'elle a tweeté quelque chose d'intéressant. Elle a dit que pendant l'avocat général a pris la parole et il a dit, donc j'ouvre les guillemets, je cite le tweet de Anne-Marie Leccia, pour l'avocat général Pierre Cortés, il ne peut, donc Chaussat, il ne peut bénéficier d'un régime de protection car selon lui, il n'a pas alerté avant, quels que soient les dossiers.
alors qu'un vrai repenti dit tout de suite, sans s'épargner. Et ce ne serait donc pas le cas de Claude Chaussat pour le ministère public, hein, donc c'est dans le cadre du procès. Monsieur le procureur de la République, accessoirement nommé par le ministre de la Justice, pas comme en Italie, retient 2 choses, et je serai plus rapide parce qu'on en a déjà parlé. Il retient le statut très strict du coopérateur de justice en France, qui est que il faudrait ne pas être impliqué dans une affaire criminelle pour bénéficier du statut. Encore une fois, on rêve, ce n'est pas possible. La deuxième chose importante, c'est qu'il faudrait tout dire tout de suite, prévenir d'un crime à l'avance. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Seulement quand le mafieux est arrêté, qu'il craint pour sa vie, que ce soit un clan adverse ou la justice, eh ben, là, il participe. Faut comprendre quand même que on a attendu 10 ans avant que la signature du décret d'application, et notre association avait activement milité pour ça. On ne sait pas si c'est grâce à nous. Pour la protection de Claude Chaussat au procès, 48 heures avant, on ne savait pas s'il serait protégé pour son procès. Finalement, on a fait un petit peu de battage médiatique. C'est quand même le RAID qui l'a protégé pendant 2 semaines. Voilà. Alors justement, le procès s'est terminé il y a 2 jours. Le verdict est tombé en fait avant-hier. Quelle est la condamnation alors ? C'est quoi la conclusion de tout ça ? La cour d'assises, vendredi soir, à 22h, après plus de 5 heures délibérées, a reconnu monsieur Claude Chaussat coupable de complicité d'assassinat en bande organisée. Nous, on ne conteste pas les décisions de justice. Il y avait des éléments pour. C'est assez finalement sain que des jurés populaires aient décidé que ce monsieur était complice. Problème, monsieur Chaussat a bénéficié d'un mandat de dépôt. Ça veut dire qu'il a été tout de suite en prison le soir même. Il repart en prison 10 ans après avoir mis fin à toute activité délictuelle. Après avoir coopéré, on l'a déjà dit, permis des millions d'avoirs, permis des dizaines de procès. Il travaillait, il payait des impôts. Sa famille subit des menaces en Corse. Son père, à la barre, était terrorisé. Donc, je dis juste une chose, que je ne suis pas certain que l'on retrouve la parole dans ce milieu avant un certain temps. Si on avait voulu mettre fin à toute forme de coopération avec la justice en France, on ne s'y serait pas pris autrement. En tout cas, pour Crimalt, le procès Claude Chaussat, c'est la faillite d'un dispositif, celui du coopérateur de justice à la française dans les affaires de mafia. Et tu rejoins ce que disait Roberto Saviano, il a dit la mafia est active en France et seuls les Français l'ignorent. C'est QFD. C'est un peu ça. Oui, alors après, ce sont les opinions de Crimalt. Est-ce que vous avez des contradicteurs ? Et qu'est-ce qu'ils disent, vos contradicteurs ? Oui, on a des contradicteurs. On a aussi des gens qui sont d'accord avec nous. Bien sûr, évidemment. Par exemple, Maître Vialat, un avocat français. Voilà. Dans son réquisitoire, le procureur a reconnu aussi les limites du statut de coopérateur de justice à la française, etc. Oui, les contradicteurs, le problème, c'est qu'ils connaissent pas bien le système français, mais je vous invite, par exemple, à suivre le séminaire de Déborah Pucciodène à l'école des hautes études des sciences sociales, qui commence jeudi après-midi, sur le phénomène de repenti. Alors, elle est anthropologue, elle a une vision différente, mais on adore les visions transversales à Crimalt, et elle explique que c'est une réussite en Italie pour la protection. Aucun coopérateur de justice n'a été assassiné, mais qu'en revanche, les collaborateurs de justice, les anciens mafieux, vivent souvent très très mal ce changement de vie. Donc là, il y a quelque chose à creuser, effectivement.